chercheur, tu es entrepreneur, mais tu écris aussi pour lepoint.fr et pour Le Point aussi. Bientôt, il y aura sûrement quelques petits papiers voilà, où tu parlais donc de la nature qui est une bibliothèque qu'il faut lire et ne pas brûler. Alors encore une fois, est-ce que tu peux nous expliquer donc cette définition du biomimétisme que tu Ma vision du biomimétisme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la nature est une bibliothèque de solutions innovantes. Mais nous, comme on a un cerveau de chimpanzé, il faut rester honnête, l'être humain, il a un cerveau qui a grandi dans un monde matériel. Notre cerveau, il a évolué dans la savane, puis à l'ère glaciaire, dans un monde matériel pour prêter attention à des choses matérielles. Et du coup, notre cerveau, dans la nature, bah, il voit avant tout la bouffe, il voit avant tout les odeurs, les sensations concrètes, quoi. Notre cerveau prête beaucoup plus attention au concret qu'à l'abstrait, hein. C'est même pour ça que l'art abstrait est plus chiant à suivre que l'art concret, figuratif. La nature, c'est la même chose. Il y a deux dimensions dans la nature, la dimension concrète et la dimension abstraite. Tout ce que dit le biomimétisme, c'est la dimension abstraite de la nature, elle est beaucoup plus riche. Elle est beaucoup plus intéressante. Parce que la nature, si on la considère comme un livre, comme une bibliothèque, bah la question qu'on doit se poser, c'est où elle est la valeur dans un livre. Est-ce qu'elle est dans les lettres ou est-ce qu'elle est dans le papier? Un livre, sa vraie valeur, elle est dans ses lettres, elle n'est pas dans son papier. On peut avoir des livres sans papier aujourd'hui. Et les ouvrages de l'Antiquité, ils nous sont parvenus pas par la survie de leur cire, de leur argile ou de leur parchemin. Donc la nature, c'est la même chose. Il faut la voir comme une source de lettres, comme une source de solutions techniques. Et si on l'exploite comme une source de lettres, eh bien, ça sera beaucoup plus rentable, je dirais même pour les bourrins de la rentabilité à court terme, même eux, surtout eux. C'est pour ça que je m'adresse le plus souvent à eux dans mes conférences. Je leur dis, mais les gars, même si vous êtes un gars qui veut faire son petit billet le plus rapidement possible, vous allez vite voir que la nature, elle est beaucoup plus intéressante comme source de connaissances que comme source de matière première. quel est le bilan aujourd'hui à l'échelle mondiale du biomimétisme, en France aussi? Est-ce qu'on est précurseur? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on est en retard? Alors, en France, on aurait pu être précurseur puisque la Tour Eiffel est un bâtiment bio-inspiré. On est quand même le seul pays au monde qui a le monument le plus visité, le monument payant le plus visité au monde, c'est la Tour Eiffel. Et c'est un monument au biomimétisme, puisque la Tour Eiffel, elle fonctionne parce qu'elle est légère, hein. Un bâtiment ultra léger. Elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Vous prenez le cylindre d'air de la base de la Tour Eiffel jusqu'au sommet, il est plus lourd que tout le métal de la Tour Eiffel. Et cette performance, elle est rendue possible parce que Maurice Coquelin, pardon, avait étudié avec un certain Kuhlmann à Zurich la structure de l'os humain et il avait copié la structure du fémur humain pour les piliers porteurs de la tour Eiffel. Donc la France aurait pu, hein, simplement, on n'est pas aussi avancé que les Allemands, qui sont les leaders européens de la bioinspiration aujourd'hui, surtout dans le monde appliqué, ni les Anglais, qui sont extrêmement bons, enfin les Britanniques en général, les Américains, les Suisses sont redoutables en bioinspiration. La France a une excellente recherche en bioinspiration, ça il n'y a pas de débat, les labos de recherche en bioinspiration sont redoutables. Par contre, comme d'habitude en France, là où on pêche vraiment et gravement, c'est la conversion recherche-emploi. C'est-à-dire que la conversion recherche-emploi, pas qu'en biomimétique, hein, est faible, c'est comme ça. Là, j'ai ressorti un article que tu avais fait en 2015 sur l'île de la Réunion et tu avais pris l'exemple du gecko sur l'île de la Réunion et c'est un bel exemple du biomimétisme. Alors, est-ce que tu peux un peu nous donner quelques petites précisions sur cet exemple-là? Bah ouais, en fait, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les geckotech, c'est-à-dire des technologies bio-inspirées du gecko, pardon. Et donc le gecko c'est vachement intéressant parce qu'il colle en fait au, euh, au mur par une force qu'on appelle les forces de Van der Waals, hein, pour les geeks et les nerds qui se seraient glissés dans ce périscope. Et c'est vachement intéressant parce que ça permet de faire des robots qui collent à la station spatiale internationale. Quand vous voulez faire un robot qui va faire de la maintenance sur la station spatiale, vous pouvez pas prendre une ventouse parce que bon, on est dans l'espace, c'est le vide. Vous pouvez pas prendre une colle mouillée parce qu'il fait juste moins 230 degrés. Et vous ne pouvez pas non plus prendre un aimant puisque la station spatiale elle est amagnétique. Et donc il y a un chercheur à Stanford qui s'appelle Mark Kutkowski, que je salue au passage parce que j'ai fait une conf chez lui cet été, a créé un robot inspiré du gecko qui permet comme ça de coller à la station. Alors à La Réunion, il y a le gecko diurne à poussière d'or, hein, c'est le nom du margouillat. Et il inspire notamment une autre technologie à l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Abigail, qui est un petit robot pareil fait pour la maintenance de la station. Et ce robot a été développé, si je ne me gourre pas, avec l'université Simon Fraser à Vancouver et l'Agence spatiale européenne. Et c'est un cas, c'est-à-dire c'est juste les pattes du gecko. Et or, à La Réunion, c'est un hotspot de biodiversité. Et ça veut dire qu'il y a plein d'espèces particulières endémiques à La Réunion, aussi bien en végétal qu'en animal ou en fongique.
Et ces espèces-là, on est loin de les avoir explorées. Et il y a beaucoup d'ailleurs de crevettes menthes à La Réunion. Et les crevettes menthes, comme on le voit souvent, c'est un exemple très cité en bioinspiration, elles nous offrent plein d'applications. L'une des plus connues aujourd'hui, c'est le fait que les yeux des crevettes menthes ont inspiré une caméra pour détecter les cellules cancéreuses. Ce qui est une révolution, mais sans précédent. Parce qu'en cancérologie, un des saints grâles de la cancérologie, c'est d'avoir un test. C'est un peu le test pour les réunir tous, quoi. Et ce test à la Sauron sur le cancer, eh bien, il n'existe pas aujourd'hui. Quand vous prenez une biopsie, il faut la faire tester de plein de façons différentes parce que vous ne savez pas de quel tissu elle peut venir. C'est un peu le principe du cancer. Et là, on aurait une caméra, boum, qui vous dirait ça, c'est du cancer. Pour opérer le cerveau, c'est top. Parce que quand on opère le cerveau, en général, la pratique habituelle, c'est d'en enlever un peu plus. Parce que si on a pris le temps d'ouvrir, il faut être sûr que la tumeur récidive pas. Donc on enlève un peu plus, du coup la récupération, les séquelles et la récupération du patient sont plus longues. Si on avait cette caméra au-dessus du bloc quand on opère quelqu'un, elle pourrait vous dire le cancer est là, c'est pile là qu'il faut aspirer et pas ailleurs. Et on est en train de s'en approcher grâce aux yeux de cette crevette qui vit entre autres à La Réunion. Pourquoi est-ce que le biomimétisme n'est pas aussi diffusé, n'est pas aussi important Pourquoi est-ce que dans la tête des chercheurs, pas forcément des chercheurs eux-mêmes, mais je veux dire dans la politique même générale, pourquoi on ne s'inspire pas plus de ce procédé-là? Moi, ce que j'aime dire justement dans mes confs, c'est que, pour citer Schopenhauer, toute révolution passe par 3 étapes, toujours. Toute révolution humaine, elle passe systématiquement par ridicule, dangereux, évident. Vous prenez le droit de vote des femmes, 1789 c'est ridicule, 1889 c'est dangereux, qui va garder les gosses, et puis aujourd'hui les femmes votent, and so what. Et ça, c'est parce que le cynisme persiste. Et le cynisme, en général, il est proportionnel à l'establishment, c'est-à-dire quand vous êtes établi, que vous avez un poste bien reconnu, etc., vous serez probablement le premier à dire non, c'est pas possible. Vous prenez Lord Kelvin, le légendaire Lord Kelvin, qui était quand même à l'Académie des sciences britanniques. Lui, il a eu le tiercé dans l'ordre, ce mec, dans les prédictions débiles, parce qu'il avait dit les rayons X, c'est un canular, l'avion, ça marchera jamais. Voilà. Et puis un autre truc, je sais plus, la radio, ça marchera jamais non plus. Enfin, et le type était à l'Académie des sciences et c'était un très grand chercheur, un très bon scientifique. Donc que ce soit politique ou scientifique, on oublie que toutes les révolutions qui nous entourent, elles sont passées par ridicule. Alors, le mec un peu bas de plafond, il croit qu'une révolution, ça saute aux yeux. C'est-à-dire, voilà, ah mon Dieu, oui, les mecs bas de plafond pensent que la révolution, c'est comme le sexe, on le reconnaît quand on le voit, quoi. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Une révolution, c'est à chercher dans les idées à la con. Et c'est parmi les idées à la con qu'on trouve les révolutions. Alors évidemment, toutes les idées à la con sont pas révolutionnaires, mais toutes les révolutions sont passées à un moment dans leur histoire par ridicule ou dangereux. Donc le biomimétisme, c'est ça, et la plus grande barrière, c'est qu'il y a des gens qui disent c'est trop beau pour être vrai. Ça peut pas, voilà, c'est tout. Mais c'est pas rationnel. Je veux dire, c'est juste c'est l'ego humain, quoi, comme d'hab. Hein. Ce que je dis dans mes confs, c'est que la connaissance, comme la connerie, elle est infinie. Et de même que le biomimétisme a un potentiel infini, le potentiel de l'ego humain pour s'y opposer, il est tout aussi infini. Et pourtant, le biomimétisme peut être une solution aux problématiques environnementales et ce genre de choses. Donc, est-ce que pour toi, ça peut être une nouvelle logique productiviste qui puisse en plus être bonne pour l'environnement, entre guillemets? En fait, aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien, il y a une bataille rangée, quoi. Et en fait, donc on a dit, pour caricaturer, on a les écolos d'un côté, les industriels de l'autre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux sont d'accord sur l'idée qu'il faut se battre entre eux. C'est-à-dire que les deux, aussi bien écolos qu'industriels, vont vous dire nature ou emploi, il faut choisir. Tu peux pas avoir les deux. Ou bien ta nature, ou bien ta emploi. C'est pas possible d'avoir les deux. Et ça, c'est un mensonge absolu. C'est-à-dire que c'est un mensonge qui vient de la révolution industrielle. On a grandi sur 6 générations dans l'idée qu'avec l'exode rural, les emplois sont en ville. Et la ville, c'est là où il n'y a pas de nature. Ça, c'est l'endroit sur Terre où il y a le moins de nature. Et parallèlement, à la campagne, il n'y a pas d'emploi. Et du coup, on s'est dit, nature ou emploi, il faut choisir. Et ce qui fait que aussi bien, encore une fois, dans cette caricature entre écolo et charbonnier, quoi, aussi bien les charbonniers que les écolos sont d'accord sur cette idée. Hein. Tu peux pas avoir nature ou emploi. Simplement, les uns disent, moi je préfère l'emploi, les autres disent, préfèrent la nature. Et il est clair que si vous arrivez au milieu en disant les gars, faut arrêter de vous battre parce que c'est pas la peine, en fait, on a un monde où nature et emploi travaillent ensemble. On a un monde où la nature, c'est la meilleure usine sur Terre et où elle nous donne des leçons sur comment polluer mieux, moins cher, sans polluer. Eh ben, les mecs, ils vont vous buter, en fait. Si vous arriviez en 14-18 dans le no man's land entre les tranchées
et vous disiez les gars, arrêtez de vous battre. Il y a un monde qui s'appelle l'Europe où il n'y a plus besoin de se battre. Vous auriez pris des cartouches des deux côtés. Et c'est la même chose qui se passe avec par exemple l'économie circulaire, la blue economy ou le cradle to cradle. Des gens arrivent et disent la nature et l'emploi peuvent travailler ensemble et doivent travailler ensemble. Il ne faut pas oublier que le écho de économie, c'est le écho de écologie. Dans l'histoire de l'économie, le terme économie, il a été inventé non pas par Adam Smith, mais par les physiocrates. C'était un mouvement intellectuel français de la fin du XVIIIe qui considérait que toute valeur économique est réductible à la nature. Et les physiocrates ont appelé ça économie dans le sens écologie. Et ce qu'ils voulaient dire par économie, c'était écologie. Le mot écologie n'existait pas. La réconciliation entre économie et écologie, c'est exactement ce que le biomimétisme apporte. Parce que le biomimétisme appliqué au management, appliqué à l'économie, il dit ce n'est pas à nos usines, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Et ça, c'est une révolution absolue. Parce que la nature, elle produit mieux que nous. En volume, en marge, la nature, elle marge, elle fait des profits. Ces profits sont plus grands que les nôtres, simplement sont des profits énergétiques. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique de la nature, elle est monstrueuse. Et pour vous faire une idée des marges énergétiques de la nature, dites-vous bien qu'un téléphone, ça tombe en rate de batterie après une journée. Moi, pour que je tombe en rate de batterie en termes de calories, c'est 77 jours. Moralité, perdre de la batterie, c'est facile, perdre du gras, c'est difficile. Et si perdre du gras, alors c'est dommage qu'on puisse pas brancher notre téléphone directement sur notre bourrelet, ça pourrait être sympatoche, mais si perdre du gras c'est difficile, c'est justement parce que la nature, elle a une marge énergétique de folie. Donc, pour résumer, nature et emploi sont en réconciliation grâce au biomimétisme. Et donc, on dépasse le débat entre eux, ou bien nature, ou bien emploi. Ça, c'est dépassé. Il faut arriver dans un monde où la nature nous donne des leçons d'industrie. Et ça, c'est la conséquence managériale du biomimétisme.